Bonjour et bienvenue à cette cinquième séance, si je ne me trompe pas, d'introduction juridique à la blockchain. Je m'appelle Juro Christian et je suis heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, dans les mois, les années à venir, principalement dans les mois à venir, va énormément être en discussion entre notamment les praticiens du droit. Et là, je parle des avocats d'affaires, je parle des juristes d'entreprise ou des professeurs de droit privé spécialisés notamment en droit des sociétés. Donc, comme je le disais, je m'appelle Juro Christian et je suis juriste et développeur blockchain. Ma spécialité, c'est la blockchain Ethereum. Et quand je dis blockchain Ethereum, je fais plutôt référence à la machine virtuelle de Ethereum, ce qui sous-entend tout ce qui fonctionne notamment avec le langage Solidity. Ça peut être Ethereum classique, ça peut être également Binance Smart Chain. En principe, toutes les blockchains issues de la blockchain mère Ethereum avant le fork de 2016. Récemment, un professeur du nom de Thibaut Verbiest, j'espère bien que je prononce son nom comme il faut, je le salue d'ailleurs, même si nous ne nous connaissons pas personnellement, a fait une conférence sur la nature juridique des DAO. Je me suis tout de suite intéressé à ce sujet dans la mesure où les DAO sont jusqu'alors perçus comme des entités sombres, incompréhensibles. Qu'est-ce qu'une DAO? Littéralement, quand on va définir une DAO, on va dire que c'est une decentralized autonomous organization. Traduit de l'anglais au français, cela sous-entend que la DAO, c'est une organisation décentralisée et autonome. Il y a aujourd'hui de grands exemples de DAO qui existent et qui fonctionnent depuis, si je ne me trompe pas, les années 2017 et qui permettent de faire un tas de choses. Par exemple, si nous prenons le cas de MakerDAO, eh bien, la particularité de MakerDAO, c'est que c'est une DAO qui permet aux détenteurs de jetons de gouvernance de générer, d'emprunter aux smart contracts des tokens stables qui peuvent être émis sur le marché. Ce token stable s'appelle le DAI et le token de gouvernance s'appelle le MKR. Alors, la question qui va se poser, ça va être de savoir si une DAO est réellement décentralisée et surtout autonome. Il faut faire une très grande attention. On va d'abord classer les DAO suivant au moins deux natures différentes. La première nature, ça va être une nature
non financière et la deuxième nature, ça va être une nature financière. Je vais bien les mettre à distance l'une de l'autre parce que cela sera très important pour la suite de l'explication. Donc ici nous avons la DAO non financière et là la DAO financière. On va commencer par la DAO non financière. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce qui sous-entend déjà la DAO non financière? Eh bien, c'est toute forme d'organisation qui peuvent réunir une personne, deux personnes ou plus pour atteindre un objectif en commun, un objectif particulier. Exemple de ce qui peut être considéré comme une DAO non financière, une association. Autre chose, une ONG. Autre chose également, une SAS, une SARL, une micro-entreprise, etc., etc. La particularité de cette forme de DAO non financière, eh bien, c'est le fait que elles n'ont pas besoin qu'on leur accorde un statut juridique particulier. Pourquoi? Revenons à la décentralisée et autonome. Quand on dit que la DAO est décentralisée, c'est par rapport à la technologie sur laquelle elle a été déployée, c'est-à-dire une blockchain. La nature, on peut avoir deux types de blockchain, ou plutôt trois types de blockchain. Une blockchain publique, exemple de blockchain publique, Bitcoin, Ethereum, Solana, et j'en passe. Une blockchain privée, exemple de blockchain privée que je connaisse, c'est un consortium par exemple entre plusieurs banques françaises. Et enfin, une blockchain dite mixte qui va réunir à la fois une nature publique et une nature privée. Donc, lorsque une organisation, lorsque une société, lorsque une entreprise, lorsque une association est déployée sur une de ces blockchains-là, eh bien, automatiquement, elle aura une nature décentralisée parce que c'est la nature de la blockchain. Décentralisée à quel niveau? Est-ce que c'est complètement permissionless? Ça veut dire que n'importe qui peut venir sur cette blockchain privée, par exemple sur Bitcoin ou bien sur Ethereum et déployer sa blockchain. Est-ce que c'est privé? Donc permission. Permission, c'est lorsqu'il faut d'abord la validation, l'assentiment du consortium qui a créé la blockchain privée avant de déployer sa DAO, son entreprise, sa SAS, sa SARL, son association, etc., etc. Et enfin, est-ce que c'est sur une blockchain mixte? C'est-à-dire, là, par exemple, on va faire en sorte que ce soit possible de déployer, que n'importe qui puisse déployer sa DAO, son organisation. Par contre, pour la prise de certaines décisions, la personne qui a déployé sa DAO ne sera pas invitée. Elle n'aura pas ce qu'on va appeler les tokens de gouvernance qui permettent de, par exemple, modifier le fonctionnement de la blockchain, qui est mixte. Donc, avec moi, déjà, vous comprenez que
L'aspect décentralisé n'a rien à voir avec le chaos que l'on perçoit ou bien que l'on entend souvent de la bouche de certaines personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne une blockchain. Est-ce que nous avons réellement besoin de statut juridique particulier pour permettre à ces jeunes, à ces entrepreneurs de se lancer dans le Web3, de se lancer dans le business de la blockchain? Non. Tant que l'aspect financier ne s'introduit pas dans ce genre d'organisation, il devrait être facile de pouvoir, sans problème, déployer tranquillement la forme d'organisation qu'on veut sur une blockchain. Deuxième chose, liée toujours à la décentralisation. Et cette fois-ci, quand je parle de décentralisation, je vais également parler d'un sujet important qui va être la tokenomie. La tokenomie, c'est un peu, ou du moins c'est défini on peut l'appeler l'économie du token. Mais en réalité, ça va bien plus loin que l'économie du token parce qu'à l'intérieur, nous avons 3 champs importants que l'on regarde. Et parmi ces champs, nous avons le design du marché. Ensuite, nous avons le design du mécanisme de fonctionnement de la DAO. Et enfin, nous avons le design du token en lui-même. Ce qui nous intéresse, ça va être plutôt le design du mécanisme de fonctionnement. Comment est-ce que cette organisation ici va fonctionner? Comment est-ce qu'une SAS va fonctionner? Comment est-ce qu'une SASU va fonctionner? Comment est-ce qu'une SARL va fonctionner? Comment est-ce qu'une association va fonctionner une fois qu'elle est déployée sur la blockchain? Donc, on a besoin de ce mécanisme-là, donc du design du mécanisme, de fonctionnement. Et ce mécanisme-là, c'est juste ce qu'on va appeler un consensus social. Ça veut dire, dans une SAS, nous avons 4 cofondateurs. Combien de parts chaque cofondateur a? Eh bien, si chaque cofondateur a 25% de parts d'entreprise, eh bien, le modèle de fonctionnement, le design du mécanisme de fonctionnement de leur SARL ou bien de leur SAS déployé sur la blockchain, eh bien, chaque personne va avoir 25% des actions de l'entreprise. Et dans ce cas précis, comme vous pouvez le comprendre, l'organisation, elle est centralisée parce qu'elle est entre les mains de 4 personnes. Et point final. Même si elle est déployée sur une blockchain publique complètement décentralisée, tant que la totalité des tokens, ce qu'on va appeler des tokens de gouvernance, sont entre les mains de quelques personnes bien définies qui prennent des décisions pour le fonctionnement de l'organisation, eh bien, cette organisation est centralisée. Cette organisation, c'est une SAS, c'est une SARL. Et c'est ça que je veux que les juristes comprennent. C'est ça que je veux que les professeurs de droit comprennent. C'est ça que je veux que les avocats d'affaires comprennent. Mais également, c'est ça que je veux que les entrepreneurs de tous bords comprennent. Rien ne change dans le fonctionnement de nos sociétés.
On a juste un outil qui s'appelle la blockchain qui vient optimiser nos activités, notamment activités administratives au quotidien. On continue. On va parler maintenant de l'aspect autonome. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce genre d'organisation est autonome? Eh bien, ce genre d'organisation est autonome parce que elle permet de rendre les droits de chacun exécutables automatiquement. Je m'explique. On a parlé tout à l'heure du design du mécanisme de fonctionnement. Dans le design du mécanisme de fonctionnement, nous avons l'organisation des assemblées générales, ce qu'on va appeler les AG. Dans les AG, il faut faire des propositions et des votes. Qu'est-ce que cela sous-entend? Eh bien, cela sous-entend que lorsque une personne propose de voter le changement, par exemple, supposons que vous avez, désolé, on a une coupure d'électricité dans tout le bâtiment. Alors, en principe, on continue. Oui, on continue le fil. Donc, je disais que lorsque nous avons, par exemple, une personne, une entreprise qui nous fait de la livraison de produits, quel qu'il soit, eh bien, nous pouvons décider dans l'Assemblée générale de voter, de continuer à travailler avec cette entreprise-là, ou alors de voter une séparation avec cette entreprise-là. J'espère que vous voyez ce qui est sur le tableau, parce que pour le moment, l'électricité n'a pas été encore remise. Donc, quand on le fait, quand on met en place la proposition, tout le monde reçoit une notification comme quoi il faut voter pour la proposition qui a été faite. Et une fois que tout le monde a voté, eh bien, la machine automatiquement va exécuter la décision qui a été prise. Si la décision qui a été prise, c'est de continuer à voter, donc de renouveler le contrat avec le fournisseur, eh bien, le fournisseur reçoit une notification. Par exemple, est payé pour les 6 prochains mois, ou bien prépayé pour les 6 prochains mois, et il sait qu'il peut continuer à travailler avec l'entreprise. Par contre, si la décision qui a été prise à la majorité avec un quorum satisfaisant est négative, dans ce cas, le fournisseur est jeté hors du système et il reçoit une notification comme quoi, à partir d'aujourd'hui, son contrat n'est plus valide avec l'entreprise. C'est ça qu'on appelle la partie autonome ou la partie automatisée d'une DAO. Donc ça veut dire qu'une SARL, une SAS, une SASU peut utiliser cet outil pour prendre des décisions qui seront automatiquement appliquées. Alors ma question c'est, est-ce pour autant qu'il y a un changement dans la nature juridique d'une entreprise? En tout cas, moi, je n'en vois aucun. Là, nous avons une coupure totale. Ok. On va continuer. Donc, jusque-là,
si vous voulez, les choses sont plutôt claires. Et plutôt, on n'a pas besoin d'un statut juridique particulier pour les entreprises. Pour les entreprises qui seront des DAO demain. L'une des choses que la DAO, qu'on peut appeler l'ODA en français, va plutôt apporter avec ce genre de fonctionnement, donc en fonctionnant sur la blockchain, ça va être la transparence. Pourquoi la transparence? Parce que chaque décision qui est prise, tout le monde, ou du moins tous ceux qui font partie de l'entreprise, peuvent l'avoir sur la blockchain. On peut cacher le type de vote qui a été fait. On peut cacher qui a voté quoi. Par contre, la décision qui a été prise et exécutée automatiquement par la blockchain, elle est visible pour tout le monde. Et donc, il devient beaucoup plus facile de fournir à l'État, si vous êtes avocat, spécialisé en droit des affaires et que vous administrez une ou des entreprises, ou bien si vous êtes expert comptable et que vous administrez une ou des entreprises, eh bien ça va être beaucoup plus facile pour vous. À la fin de chaque année comptable, par exemple, ou de chaque année légale, de fournir à l'État les informations sur la vie sociale de l'entreprise en face. Ça va être pour vous facile de fournir les registres de la vie sociale des entreprises que vous administrez ou administrerez. Maintenant, on va passer à l'autre aspect. Lorsque la DAO est plutôt financière du type MakerDAO. Dans ce genre de système, en principe, ça peut être une SAS, ça peut être une SARL également, ça peut être un fonds d'investissement, ça peut être un club d'investissement, ça peut être un club de tontine. Donc une tontine, etc., etc. Ce qui va se passer ici, c'est ce que l'AMF appelle le PSAN. Que je vous invite à aller chercher parce que j'ai oublié la définition. Voilà, ça arrive. Mais je sais que les deux derniers, c'est actif numérique. Ouais. Je vous mettrai le lien de la définition et de l'AMF dans la description. Voilà. Donc, tous les acteurs qui détiennent ou qui vont détenir des actifs numériques. Quand je dis des actifs numériques, c'est par exemple le DAI, c'est par exemple le MKR, c'est par exemple de l'USDC, l'USDT, c'est du Bitcoin, avec petit b parce que je parle de la crypto-monnaie Bitcoin, c'est de l'Ether, etc., etc. Mais c'est également ce qu'on va appeler des securities tokens, des titres. Des securities, etc., etc. Donc, pour une entreprise qui détient ce genre d'actifs, elle est obligée d'avoir un agrément PSAN qui lui permette de lutter contre le blanchiment d'argent, ce qu'on va appeler les règles AML, Anti-Monetary Laundering. Je le maîtrise mieux en anglais qu'en français, étant donné que j'ai fait mes études en Russie, donc voilà.
Donc, il y aura ça, mais surtout, il y aura le KYC. Know Your Customer. Ça veut dire que c'est tout simplement un moyen d'identifier la personne qui est derrière une adresse de wallet. Nous sommes à la fin de cette séance, de cette 5e séance, si je ne me trompe pas sur le chiffre. Et après toute cette démonstration qui a été faite, je suis dans l'obligation de vous dire que, à vous, les praticiens du droit, mais également à vous, les législateurs, qu'on n'a pas besoin d'un nouveau statut juridique pour les DAO. Les statuts existent déjà, il faut plutôt une éducation. Vous pouvez d'ailleurs faire une expérience de DAO en allant sur DeepFab, c'est notre site à nous, et vous cliquerez sur « Je teste une DAO ». Vous verrez, c'est très fluide. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine.